Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maîtresse lit un livre. Aujourd'hui, je vous lis le chapitre 10 de Robinson Crusoe. Chapitre 10, projet de délivrance. Le lendemain et les jours suivants, j'eus de longues conversations avec mes hôtes. Je chargeai Vendredi de demander à son père ce qu'il pensait au sujet des sauvages qui avaient pu s'échapper dans le canot et s'il croyait que nous devions nous attendre à les voir revenir avec des forces trop supérieures pour que nous puissions y résister. La première opinion du vieillard fut que la pirogue ennemie n'avait pu supporter la tempête qui avait soufflé toute la nuit et qu'elle avait dû ou être submergée ou être entraînée plus au sud. Qu'en ce dernier cas, il était à peu près certain que ses occupants auraient du mal à échapper aux tribus qui campaient sur ses bords. Le vieux sauvage ajouta qu'en admettant que notre ennemi ait pu revenir sain et sauf à leur rivage, ils devaient être si épouvantés de leur aventure que de leur vie ils n'oseraient retourner sur cette île. Il était porté à croire cela, disait-il, parce qu'il les avait entendus se crier de l'un à l'autre, pendant le combat, qu'ils avaient affaire à deux esprits célestes, à deux furies descendues sur terre pour les détruire, et que par conséquent, ils n'oseraient affronter de nouveau la colère d'aussi redoutables divinités. Les raisons de Rima, ainsi s'appelait le père de Vendredi, me semblèrent justes. Il était évident qu'ils devaient paraître, aux échappés du massacre, que des êtres qui, selon leur expression, pouvaient darder feu et parler tonnerre, étaient de véritables dieux et que quiconque abordait cette île ensorcelée serait détruit immédiatement. Toutefois, je ne me relâchai pas de ma prudence et tous les matins, je gravis la colline pour examiner la mer. Mais les jours, en passant, sans apporter de danger, me rassurèrent assez pour que me revinssent en tête mes vieilles idées de voyage à la terre ferme. Le père de Vendredi y contribua d'ailleurs en m'assurant que je pouvais compter sur les bons traitements que je recevrais de sa tribu, en considération du secours que je lui avais donné, ainsi qu'à son fils. Comme j'étais à peu près décidé à tenter cette expédition hors de mon île, l'Espagnol me raconta sa vie et celle de ses compagnons chez la peuplade à laquelle je voulais me confier. Le navire qui les avait portés était bien celui qui s'était ouvert sur les récifs si près de moi, et Pedro Guzmanez, ainsi se nommait l'Espagnol, me raconta cette nuit tragique où, faisant force de rames vers le feu que j'avais allumé, les occupants de la chaloupe avaient été rejetés, malgré leurs efforts, plus à l'ouest sur une grande île peuplée de cannibales. Pedro me dit que ses compagnons et lui y vivaient, à la vérité, en paix avec les indigènes, quoique soumis aux dangereux hasards des fréquentes luttes entre peuplades. Mais que leurs conditions étaient très misérables, qu'ils manquaient du nécessaire et que du jour au lendemain, ils pouvaient déplaire à ceux qui les avaient accueillis. Bref, que depuis 6 ans qu'ils avaient été jetés sur cette côte, ils avaient vécu dans des transes continuelles. Je demandai à Pedro si lui et les siens n'avaient jamais essayé de s'enfuir. Il me répondit qu'ils avaient eu, au contraire, plusieurs délibérations à ce sujet, mais que, comme ils ne possédaient ni bâtiments ni outils pour en construire, ni armes ni provisions d'aucune sorte, leur consultation s'était toujours terminée par les larmes et le désespoir. J'avoue que cette conversation avec Pedro Guzmanez m'enleva mon idée d'aller chercher refuge dans la tribu de Vendredi et de Rima. Et à plusieurs reprises, je demandai à l'Espagnol des précisions sur sa captivité chez les sauvages. Enfin, après avoir beaucoup réfléchi, je lui dis un jour que je pouvais peut-être me faire l'instrument de la délivrance de ses camarades. Mais je lui avouai franchement que je redouterais beaucoup leur perfidie et leur trahison si je venais à déposer ma vie entre leurs mains. La reconnaissance, lui dis-je, n'est pas une vertu inhérente à la nature humaine. Certes, mon cœur me pousse à aller trouver les vôtres, à leur offrir abri sur mon île, à essayer, après avoir construit un navire qui pourrait nous contenir tous, de les transporter soit au Brésil du côté du sud, soit aux îles ou la côte espagnole vers le nord. Mais ce serait une chose bien dure si, après avoir couru des périls et enduré des fatigues pour eux, ils me faisaient prisonnier. J'aimerais mieux être livré aux sauvages et dévoré vivant que de tomber, moi, anglais et protestant, entre les griffes impitoyables des familiers de l'Inquisition espagnole. À part cette crainte, ajoutai-je, je suis persuadé que si tous vos compagnons étaient dans mon île, nous pourrions trouver notre salut commun en unissant nos forces. Je vous jure, répondit Pedro avec chaleur, que mes matelots sont tous de braves gens, très francs, très honnêtes, et qu'ils auraient en horreur la pensée d'en user à mal avec un homme qui aurait contribué à leur délivrance. Leur condition est si misérable qu'ils ont perdu tout espoir de revoir jamais notre patrie, et je suis sûr que si vous entreprenez de les secourir, ils vous seront dévoués jusqu'à la mort. Depuis la fin de notre capitaine, qui périt au moment du naufrage, j'ai été leur conseil et leur commandant, et jamais je n'ai eu, malgré notre misère, à sévir pour maintenir l'ordre.
D'ailleurs, je veux que vous receviez mon serment, Seigneur. Je vous dois ma vie, elle vous appartient et, à moins que vous ne me donniez l'ordre de me séparer de vous, je ne vous quitterai pas tant que je vivrai. Si mes compagnons en venaient à violer les promesses de reconnaissance et de fidélité que je vous fais pour eux, je verserai à votre côté jusqu'à la dernière goutte de mon sang. » Je tendis avec amitié ma main au chevaleresque espagnol, et le sentant absolument sincère, je résolus de tenter l'aventure, de libérer les matelots naufragés et de les emmener dans mon île. Nous parvînmes, Pedro Guzmanez et moi, que le mieux était de l'envoyer lui-même avec le vieux sauvage auprès de ses compagnons. Il devait les instruire du serment qu'il m'avait fait en leur nom, touchant leur soumission et leur reconnaissance vis-à-vis de moi. Mais au moment de commencer ses préparatifs de départ, l'Espagnol me fit une objection qui décelait tant de prudence et de franchise à la fois que j'en fus très satisfait et que, d'après son avis, je remis de 6 mois au moins la délivrance de ses camarades. Il y avait 1 mois environ que lui et Rima vivaient sur mon île, et durant ce temps, je lui avais montré de quelle manière j'avais pourvu à mes besoins. Il connaissait parfaitement ce que j'avais amassé de blé et de riz. C'était assez pour moi-même, mais ce n'était pas assez, du moins sans grandes économies, pour une famille composée alors de 4 personnes. Si les compatriotes de l'Espagnol, qui étaient au nombre de 16 encore vivants, survenaient sans tarder, cette provision serait plus qu'insuffisante et nous n'aurions pas de quoi les nourrir. Pedro me dit donc que nous ferions mieux de défricher et de cultiver de nouvelles terres, à nous 4, d'y semer tout le grain possible et d'attendre cette moisson, afin d'avoir un surcroît de blé quand viendraient ses compatriotes, car la disette pouvait être pour eux une occasion de dispute et ils pourraient nous reprocher de ne pas les avoir sortis d'une misère que pour les faire tomber dans une autre. La prévoyance de l'Espagnol était si sage et son avis si bon que je l'approuvai entièrement. Nous nous mîmes donc à labourer tous les 4 aussi bien que nous le permettaient les outils de bois dont nous étions pourvus. Et dans l'espace d'1 mois environ, nous avions défriché et préparé assez de terre pour semer 22 boisseaux d'orge et 16 jarres de blé, c'est-à-dire tout ce que nous pouvions distraire de notre provision de grains sans courir le risque d'en manquer. Nous étions alors en assez nombreuse société pour ne point redouter les sauvages, à moins qu'ils ne vinssent en foule. Nous allions librement dans toute l'île, partout où nous en trouvions l'occasion. Et comme nous avions tous l'esprit préoccupé de notre délivrance, il nous était impossible, du moins à moi, de ne pas songer aux moyens de l'accomplir. Et en prévision de ce dessein, je marquai plusieurs arbres qui me paraissaient propres à notre travail. Je chargeai Vendredi et son père de les abattre, et je préposai à la surveillance et à la direction de leur besogne Pedro, en qui j'avais communiqué mes projets. Je leur montrai avec quelle peine j'avais réduit un gros arbre en simple planche, et, instruits par mon expérience, ils travaillèrent à fabriquer une douzaine de fortes planches de chêne, de 4 pouces d'épaisseur, de 35 pieds de long et de 2 de large. Je laisse à penser quel prodigieux travail cela exigea. En même temps, je projetai d'accroître mon petit troupeau de chèvres, et je me chargeai avec Vendredi de capturer des chevreaux sauvages. Turco nous aidait consciencieusement. Nous attrapâmes une vingtaine de cabris, et nous les joignîmes à notre troupeau. Le nombre de bêtes me parut alors suffisant, autant pour la production de lait, de beurre et de fromage que pour celle de la viande. Ce fut alors le moment de sécher les raisins et de rentrer les fruits de conserve. Nous fîmes à 4 et joyeusement cette besogne que j'avais été si longtemps à faire tout seul. Cette année-là, la récolte des raisins fut si abondante que si nous avions été à Alicante, nous aurions pu, je crois, remplir 60 ou 80 barils. Ces raisins secs faisaient avec notre pain une grande partie de notre nourriture. Cuits, je les incorporai dans les gâteaux, et ils nous paraissaient très bons à tous. Après la récolte des raisins, vint la moisson. Ce ne fut pas la plus abondante que je vis dans l'île, mais cependant, elle l'était assez pour répondre à nos projets. J'avais semé 22 boisseaux d'orge, nous engrangeâmes et bâtîmes environ 220 boisseaux. Le blé s'accrut dans la même proportion. Il y avait là de quoi nous nourrir jusqu'à la moisson prochaine, nous et les 16 Espagnols, et en emporter en provisions sur notre navire. Le soir où j'eus achevé d'évaluer notre récolte fut pour moi un moment heureux. Je me voyais enfin devant la possibilité de revoir l'Europe et de ramener dans leur patrie des hommes captifs et malheureux. Quand nous eûmes engrangé et mis en sûreté notre provision de grains, nous nous mîmes à faire de la vannerie pour les conserver. L'Espagnol s'entendait admirablement à ce travail, et grâce à lui, nous pûmes avoir de grandes corbeilles, solides et légères à la fois. Quand je vis que nous avions devant nous des vivres en abondance, je dis à Pedro qu'il devait aller chercher ses compagnons, mais je lui donnai l'ordre formel de ne ramener avec lui que ceux qui jureraient, en sa présence et en celle de Rima, de ne jamais offenser, combattre ou attaquer
celui qui avait travaillé à leur délivrance, mais au contraire, de le soutenir et de le défendre contre tout attentat et de se soumettre sans réserve à son commandement. Cela devait être écrit et signé de leurs mains. Muni de ces instructions, l'Espagnol, accompagné du père de Vendredi, partit dans un des canaux sur lesquels il avait été apporté comme prisonnier. Je leur donnai une provision de pain, de raisins secs et de fromage suffisante pour eux-mêmes pendant plusieurs jours et pour leurs compatriotes pendant une semaine environ. J'y joignis plusieurs jarres d'eau fraîche. Enfin, je remis à chacun d'eux un fusil et une provision de poudre et de balles, tout en leur recommandant de n'en user que dans les occasions urgentes. Je convins avec Pedro qu'à leur retour, ils déploieraient certains signaux qui me permettraient de les reconnaître de loin avant qu'ils n'atteignissent le rivage. Nous nous séparâmes avec émotion. Vendredi était triste de quitter son père et moi, je m'étais pris d'une réelle amitié pour l'Espagnol qui m'avait montré, dans nos rapports, tant d'honnêteté, de bravoure et de franchise. Ils s'éloignèrent avec une brise favorable et par beau temps, nous gravîmes, Vendredi et moi, la colline pour les voir plus longtemps. Puis notre inséparable Turco sur nos talons, nous retournâmes au château pour y retrouver nos travaux habituels. Voilà, ce chapitre est terminé, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain à 18h pour le chapitre 11. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer ça et liker si ça vous a plu. Et suivez-moi sur les réseaux Insta et Facebook pour vous tenir informé. Les liens sont en description. Bye bye.